Ah, Predators. Voilà ce que j'appelle une bonne suite pour une trilogie. Ah oui, au cas où, effectivement, je dis trilogie parce que The Predator n'a jamais existé. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Avec cette vidéo, vous vous demandez sûrement où vous êtes tombé, et difficile de vous en vouloir. Car mettre en avant les frasques de créatures arrivant sur Terre pour scalper du crâne, beaucoup l'ont déjà fait. Mais faire de l'œuvre produite par Robert Rodriguez meilleure suite du long métrage original, tout en clamant haut et fort qu'elle se veut réussite, si vous êtes encore devant ce plaidoyer à l'heure où je vous parle, c'est vraiment que vous êtes curieux. Ou alors que vous faites partie des peut-être 10 personnes à partager mon opinion, soutien d'autant plus inestimable. Oui, j'ai adoré Predators, symbole d'un monde extrêmement riche ayant réussi une nuance parfaite entre enrichir une saga et offrir référence à un film culte. Je suis d'accord, il n'est pas exempt de défauts, loin de là. Mais entre Planète Terreur et Nuit en Enfer Galactique, ce troisième acte propose l'idée même d'une aventure fantastique et novatrice, entre réécriture d'un mythe et respect d'une saga. Là-dessus, et s'il n'était pas enfin temps de réhabiliter l'animal? Et si Adrian Brody, en commando de l'espace, valait le coup d'œil? Et si, au final, Predators n'était pas tout simplement l'exemple d'un reboot convaincant? Allez, je te laisse 15 secondes pour te faire une plâtrée d'Old El Paso en hommage à Danny Trejo, et on fonce régler ça dans la jungle. Tout commence en 1987. Fort d'un premier long métrage horrifique sorti un an plus tôt, John McTiernan lance véritablement sa carrière avec Predator, petit film d'auteur dont je suppose vous avez légèrement entendu parler. Succès immédiat que l'on parle critique ou box-office, rappelons qu'il arrive pas moins de 8 ans après la sortie d'Alien, nouvelle référence du cinéma de science-fiction, et un an après celui de James Cameron, initiant donc très rapidement la question que le monde entier se posera pendant des décennies: qui sortira vainqueur du combat opposant Alien et Predator? Bon, une chose est sûre, l'histoire nous a prouvé que c'était pas vraiment le cinéma. Car tout comme le xénomorphe, la mythologie Ojah fascine rapidement les fans, au-delà d'un survival musclé offrant lettre de noblesse à son réalisateur. Raison pour laquelle Predator 2 débarque à l'aube des années 90, délaissant la flore du Guatemala pour la jungle urbaine de Los Angeles. McTiernan absent du projet, la suite de Stephen Hopkins peine à convaincre, semi-échec au box-office qui, même si plutôt apprécié des fans, n'égale pas le génie de son prédécesseur. Cela étant, par une flopée de nouvelles armes et de réflexions mythologiques, les différentes qualités du film continuent de faire rêver les producteurs. À leurs yeux, il est évident que la franchise Predator peut devenir l'une des plus iconiques du cinéma. Et là vous allez me dire, pourquoi remonter si loin dans le passé pour un troisième acte sorti en 2010? Tout simplement car si la mise en place de Predators fut tardive, son scénario, lui, est entamé 4 ans après la sortie de Predator 2. I started writing Predators in 1995. For Fox, and when they'd mentioned just writing a sequel, I liked that world and I liked the idea of taking that and putting it on another planet. As a writer, you don't have to worry about how it's going to get made. So I just wrote any crazy idea I wanted and made it as big as possible because I knew it wouldn't be my problem having to direct it. But then 15 years later, they brought it back and said, we want to try to revitalize the series. Could you make it now? C'est un jeune Robert Rodriguez qui, alors en plein desperado, est approché comme scénariste d'une éventuelle suite. Grand fan de la saga, il se dit fasciné par le côté hybride de l'œuvre signée McTiernan, film d'action classique se transformant peu à peu en chef-d'œuvre de science-fiction. Un environnement qu'il donnera d'ailleurs lui-même, un an plus tard, à son récital Une nuit en enfer, dans la course-poursuite des frères Gecko basculera vers l'horreur d'un conte fantastique. Malheureusement, son script s'avère bien trop coûteux pour la Fox, dont les idées se doivent d'inclure bon nombre de technologies filmique impossible pour son âge. Ce n'est que 15 ans plus tard que les studios le rappellent, cette fois comme producteur. À l'origine, l'idée place l'action au cœur d'une planète contrôlée par les Predators, mais avec Dutch, aka Monsieur Arnold Schwarzenegger. D'un film donc radicalement différent du produit final, seul le nom Predators reste intact, hommage à l'Aliens de James Cameron. Si plusieurs réalisateurs sont immédiatement dans le viseur de la Fox pour manœuvrer aux côtés de Rodriguez, c'est finalement Nimrod Antal qui sera retenu en personne par le papa de Sin City. Ça te pose un problème ? Pas pour le moment. Séduit par 2 de ses films au budget limité, Contrôle et Motel, il y voit homme de confiance dont n'importe quel producteur serait fier. Capable d'apporter réelle vision créative à un scénario retravaillé par Alex Litvak et Michael Finch, tout en pouvant gérer l'ensemble du tournage avec maîtrise. Il en dira d'ailleurs que s'il avait réalisé Predators, le résultat n'en aurait été que moins bon. Il laisse donc part belle à son réalisateur, n'intervenant qu'en de rares occasions sur le plateau en fonction des scènes à tourner. Une aubaine pour Antal, libre de ses actions, de sa direction artistique, tout
tout en s'appuyant sur l'expérience de Monsieur Rodriguez derrière lui. Working for a producer who himself is a filmmaker, and not any filmmaker, you know, someone who's had a huge success and has made a lot of films that I own. I have I have Mariachi and Desperado and Sin City, and so the process started up and we had to get the work done, and Robert has a wonderful team in place that really just a lot of warm people, like he said, who are very, very talented. So they made me feel at home with their kindness, and then they made me feel comfortable with their talent. And then Robert was always there, literally a phone call away. If he wasn't there physically, I could always call him up. Hey man, I'm freaking out. I need to talk to you about something. Come on over. Si la première version du script contenait donc caméo d'Arnold Schwarzenegger et même Danny Glover, la trame se veut totalement remodelée. Une bonne chose pour Rodriguez, ne souhaitant pas reproduire ce que l'original avait de meilleur. Car c'est là la hantise des scénaristes. Ne pas s'appuyer sur un cahier des charges préformaté, mais bien inclure innovation respectueuse, qu'elle passe par le scénario, l'écriture des personnages ou la mise en place de la tension. Si Freddy Rodriguez ou Josh Brolin sont imaginés au casting, c'est finalement le plus célèbre des pianistes, Adrien Brody, qui se voit décerner premier rôle, dont Antal apprécie les nuances. Loin du stéréotype d'acteur bodybuildé pour film d'action, la complexité de son jeu enchante l'équipe du film. Pour Brody, c'est une chance folle, incarner un héros physique, puissant, dont les fêlures seront vite apparentes au sein du métrage. Honoré de faire partie de l'aventure, il affirme qu'une telle fresque le sort d'une zone de confort dans laquelle le public l'installe. Souhaitant relever de nouveaux défis, le comédien s'éclate entre transformations physiques et psychologiques. Si King Kong était, par exemple, l'expérience indélébile pour Brody, aucune n'aura été aussi intense que Predators. Aucune chasse ne vaut la chasse à l'homme. Ceux qui ont longtemps traqué des hommes armés, ceux qui ont aimé ça, plus rien ne saurait les intéresser par la suite. The physical transformation was essential, but no less important than the creating a character that's based in reality and having an emotional connection to a man who would have lived in those experiences. The physical transformation was a full-time commitment. It was a 6-day-a-week, very intensive workout training, including a diet, no alcohol, no sugar, very specific. I probably increased my caloric intake probably threefold, if not more. That was simultaneously while we were shooting the film, so I'd work 10 or 12 hours and then have to hit the gym when I got home and train a bit on set. Which is great though, it's great because what that did was it also created a shift in how I felt. I felt more ferocious. I also isolated myself. Pour le reste de nos pensionnaires, Predators donne comme un air de famille. Déjà proche du cinéaste depuis Blindé, Laurence Fishburne rejoint vite le casting, même si le tournage de ces scènes ne prendra que 2 jours montre en main. Jugé comme une bénédiction parentale, sa présence se dessine vite comme un grand soutien pour le réalisateur, dont le reste de l'équipe sera majoritairement choisi par Rodriguez. Mais aussi surprenant cela puisse être, notamment quand on voit Danny Trejo débarquer en pleine jungle, tout ne se met pas en place si facilement. Écrit dans le scénario comme un mec ressemblant à Danny Trejo, l'habitué des productions Troublemaker n'est toutefois pas premier choix. Trop proche de Machete, Rodriguez hésite. Du côté des Faritas, c'est la présence de Laurence Fishburne, mais surtout d'Adrien Brody qui l'intéresse, admiratif de leur talent. Et du talent, croyez-moi qu'il en faut pour une telle partition. Au demeurant classique, l'histoire de 8 tueurs devenant les proies se doit d'être montée au millimètre afin de rendre l'œuvre crédible, jouant sur les peurs d'hommes que rien ne laissait trembler auparavant. Si l'idée est donc pertinente, ce qui frappe quand on regarde Predators, c'est le collectif impressionnant que réussit à lui donner Rodriguez. Car aussi anecdotique leur rôle puisse être, on y retrouve l'oscarisé Mahershala Ali, l'excellent Walton Goggins, la touche féminine Alice Braga et même Topper Grace, délaissant son costume de Venom pour celui d'un médecin aux tendances agressives. Ajoutez-y un militaire russe et un yakuza mono-expressif et vous obtenez votre escouade d'enfants terribles. Genre, vache, il est 5 heures. L'heure du viol a sonné. Ouais. Nous sommes maintenant le 28 septembre 2009. Début de tournage entre les studios de Rodriguez, au Texas et Hawaï. Antal le sait, il n'a que 50 jours pour filmer son histoire, jonglant entre costumes, animatronics et conditions climatiques éprouvantes pour les acteurs. Anecdote rapide, afin de rester pleinement impliqué dans son rôle, Brody sera le seul retenu dans un bungalow en plein cœur de la jungle, n'ayant aucun lien avec l'extérieur. Une situation bénéfique selon le comédien durant l'intégralité du tournage, pouvant se focaliser sur sa solitude, son personnage et l'enfer qu'il doit vivre. We shot in Hawaii
for the first third of the film, and I spent a lot of time alone in the jungle that we were shooting at. I was able to stay in a little bungalow in the back of the property, and that was probably the biggest gift that I could have had for this, because I wasn't being shuttled back to a hotel with an air-conditioned room and comforts of a hotel room. I was in the jungle the entire time. I'd walk to set and I'd kind of just stay there with no internet access and just kind of pour through military manuals and, you know, anything that I felt would give me the technical and tactical skill set and understanding to play a guy like Royce. Et après une production gérée de main de maître malgré ses difficultés de timing et de température, Predator sort le 14 juillet 2010 dans nos salles françaises. Pas moins de 20 ans après la suite directe du premier opus, ne comptant pas les xénomorphes dans cette thématique. Ce que je devrais pourtant faire puisque, je vous le rappelle, les Aliens vs Predator font partie intégrante de l'univers Predator. Désolé. Obtenant des critiques très contrastées par la presse et globalement mal reçues des fans, le film est loin du succès escompté. S'il rapporte tout de même 127 millions de dollars au box-office, pour un budget d'environ 40 millions, c'est surtout grâce à l'influence du sol américain. En France, par exemple, il ne déplacera que 500 000 curieux dans les salles obscures, soit 300 000 de moins que le premier Alien vs Predator, et même 100 000 de moins que le Requiem. Alors à partir de là, vous vous doutez bien que si les mecs font moins que ce qui était considéré comme le pire des deux franchises, difficile de redorer un blason déjà fragile. T'es trop con pour qu'on t'écoute, ta gueule. Oui, plusieurs questions se posent via ce semi-échec. Voit-on déjà apparaître les limites de l'univers Predator? Doit-on laisser reposer une licence n'ayant jamais retrouvé la superbe de son premier opus? N'oublions pas qu'à l'origine, selon le succès du long-métrage, Rodriguez et Antal voyaient plusieurs suites possibles à leur bébé. Dans l'idéal, retranscrire les aventures de Lawrence Fishburne, bloqué sur cette planète alien depuis 10 saisons, plaisait au réalisateur. Pour Rodriguez et Brody, désireux de reprendre son rôle, une suite dépendrait avant tout du succès de l'œuvre, souhaitant élargir cet univers et proposer continuité narrative aux aventures de Royce. Mais aujourd'hui, en 2020, la réponse est cinglante. À l'exception d'un comics faisant suite directe au récit, pas de sequel à l'horizon, juste un film ô combien conspué par le public. C'est justement là que j'interviens. Entre repompage absurde du premier film, héritage sans âme et richesse artistique proche du néant, laissez-moi vous prouver que vous avez tort. Predators ou l'art de réécrire une saga. Comment tu sais merde? Comme on peut. Je ne le cache pas, cette analyse vient avant tout d'une incompréhension. Comment peut-on à ce point haïr Predators, dont certaines critiques en prenaient même retrait de la saga? Car dans un monde où reboot, remake et autres exploitations vides de sens grouillent dans nos salles, la première chose que j'aimerais défendre, c'est la richesse apportée à son univers. Je suis d'accord, on n'est pas sur un chef-d'œuvre du 7e art, blindé de défauts filmiques dont on discutera évidemment. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est point d'entrée d'un monde fascinant à explorer. Oui, sur le fond, Predators effleure nouvelles idées riches et immersives, tout en respectant les codes McTiernan. J'irai même plus loin, les scénaristes ne font pas que proposer une continuité, ils entrevoient mythologie au détour d'un film. S'il n'est plus à l'écriture du long-métrage, c'est pourtant l'une des forces de Rodriguez, réécrire régulièrement ses narrations, faisant d'un simple scénario original véritable mythologie créative. Dans le cas d'Une nuit en enfer, la série concoctée pour sa chaîne, El Rey Network, celle-ci permettait de réévaluer complètement la lecture de son thriller, enrichissant l'univers des vampires par une mythologie inventée pour l'occasion, et proche, bien sûr, de sa culture mexicaine. Que l'on aime ou non la vision de l'auteur, Rodriguez aime à construire diverses légendes par la passion qu'il porte au cinéma. Et qu'on se le dise, c'est exactement ce que je vois en Predators. Frein direct à ceux n'y voyant que remake sans âme, ni direction artistique. Car ne serait-ce que par sa trame principale, comment passer à côté de cette mythologie s'installant autour du Yoja? Oubliez forêt guatémaltèque et autres vannes de Bill Paxton, Antal embarque son public au cœur d'un terrain de jeu propre aux Predators. Là où nous avions peut-être fait le tour des créatures classiques, il propose cette fois hiérarchie au sein de plusieurs clans. Bienvenue dans la réserve des super prédateurs, entrés en conflit depuis des siècles avec ce que nous appellerons les jungle hunters traditionnels, à savoir ceux du premier film. Ceux-là n'ont aucun lien avec le code d'honneur Yoja, ni avec les coutumes de leur tradition. Probables exilés de leur groupe, ils enlèvent et traquent différentes formes de vie sur leur planète, dont l'une d'entre elles, présente dans le long métrage, sera référence directe au costume de Jean-Claude Van Damme dans Predator, bien avant que notre Belge préféré quitte le navire pour aller boire de l'eau. Je vous le rappelle que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Tirez! Bien plus sombre et sérieux que ses prédécesseurs, peut-être trop, il n'y est donc plus question de chasse à l'homme, de respect ou de rites ancestraux. Ici, les super prédateurs, ou Bad Bloods menés par le Berserker, sont à l'image de ce que Rodriguez souhaitait du film, beaucoup plus agressifs
et imposant. S'il garde cette envie d'œuvre hybride, plaçant les humains au cœur de son histoire, force est de constater que le mystère autour de ces nouvelles créatures monte rapidement, du stress des personnages à la découverte d'un Jungle Hunter crucifié, comme symbole d'un temps révolu. Et quand ils apparaissent pour la première fois à l'écran, un frisson s'installe aussitôt. Recouvert d'eau de la tête aux muscles, le ton est donné, silence dans les rangs. Voilà un putain de design qui a de la gueule. Alors oui, développer un bestiaire ne fait pas pour autant un bon film. Il n'empêche que Litvak et Finch proposent relecture complète de cette mythologie, allant même au-delà du long métrage, donnant histoire à chaque membre du clan. Leader brutal n'ayant aucune considération pour les règles, Berserker devint chef désireux d'améliorer sa force, comme le personnage de Noland, campé par Lawrence Fishburne, le dira au fil du récit. Pour le Falconer, expert en ingénierie Yoja, l'idée de suivre les anciennes traditions ne présentait plus aucun intérêt. Selon les scénaristes, il fut responsable de la construction de plusieurs armes inédites, ainsi que de technologies tirées de ses victimes afin de faire évoluer la chasse. Enfin, Tracker fut le spécimen ayant, d'après les dires de la mythologie Predators, réussi à tuer le plus rapidement un xénomorphe grâce à l'aide de ses chiens, qu'il éduqua dans le but d'en tirer pleine capacité. On remarquera d'ailleurs que donner esthétique différente à chaque Super Predator, ainsi que scènes les mettant en valeur à tour de rôle, sera l'un des atouts majeurs du film, prouvant au public qu'Antal accorde réelle importance à ces nouveaux Yoja. Ce sont ces manœuvres, à la fois respectueuses de la tradition McTiernan, mais surtout enclin à de nouvelles idées qui font le charme de Predators. Ce qui donne d'ailleurs, très souvent, mise en scène et tensions oppressantes, où la brutalité de cette espèce s'accorde parfaitement avec un montage dynamique, une pellicule poussiéreuse et un environnement austère. Un exemple parmi d'autres, la scène de track reste pour moi l'une des plus fortes, excellente initiative crédible et puissante pour emmener cette tension. Mais pour rendre cette faction pertinente, l'œuvre filmique se doit de l'être également, et là-dessus, s'il n'apporte rien de plus que McTiernan et Hopkins, force est de reconnaître un réel travail d'ambiance chez Antal. Orchestré par les notes de John Debney, reprenant en grande partie le score d'Alan Silvestri, l'enjeu claustrophobique de ce huis clos en extérieur s'appuie sur une photographie terne, où nous devenons membres à part entière de tueurs perdus dans l'espace. Si l'exécution est très ressemblante du premier film, l'idée de s'inclure sur une planète isolée, héritage méconnu des Yoja, s'ajoute aux craintes que ces hommes peuvent ressentir. Développant leur peur de façon différente, l'idéologie d'un groupe chassé dans la jungle renvoie directement à la richesse du long-métrage original, sans pour autant tomber, en tout cas pas tout le temps, dans les clichés du genre. It really is a throwback to the old Predator in some ways. Like, I think the tone of it is going to be darker, but the structure of it is very much the same. The archetypes of the characters are similar. They're different, but they're similar enough that you get a feeling of the old movie. Like, the old movie is somehow really part of this movie in a really interesting way. Et même quand il le fait, c'est avec soin. Prenons par exemple le combat entre Falconer et Hanzo, tout sauf subtil face à face, tiré du premier opus de la saga, permettant aux fans de voir ce que Billy n'avait pas pu faire en 1987. Grandement critiquée pour n'être qu'une repompe intégrale, j'en suis d'accord, elle est sauvée par l'aura qui en découle, entre colorimétrie irréprochable, chorégraphie léchée et décor hommage rappelant l'élégance des films d'arts martiaux nippons. Ça, pour moi, c'est une des réussites de Predators. Marquant la confiance de Rodriguez pour son réalisateur, Nimrod Antal dirige son œuvre avec sérieux, conscient de l'enjeu découlant d'une vision aussi novatrice des Predators. Pour ça, il s'entoure de Ward Berger et Greg Nicotero, aka Monsieur Walking Dead, pour les costumes et effets visuels du film. Ayant eu l'occasion de travailler avec Stan Winston, papa du Predator original, les deux hommes marient à la perfection nouveau design des Yoja avec ceux des costumes de l'époque. Totale réussite visuelle, ils sont à l'image du sujet, sauvages, puissants et à l'aspect animal bien plus marqué, dotés de nouvelles armes et de nouvelles technologies. À tel point que, lorsque vient l'affrontement entre Berserker et Jungle Hunter, difficile de ne pas voir l'effort fait autour de la séquence. La colorimétrie est sombre, les flammes envahissent le cadre, Antal laissant part belle aux violences de ces créatures, dualité entre honneur et paria. En une courte scène, il confirme au spectateur la richesse de ces nouveaux costumes, leurs différences, ainsi que deux mythologies se faisant face, jusqu'à la chute du Predator, représentant peut-être la chute du cinéma des années 80, critique du blockbuster moderne. Un clin d'œil volontaire faisant comprendre au public que rien ne vaut le bon vieux temps selon les scénaristes? Possible, mais uniquement s'il n'offre pas qu'une suite, mais une nouvelle dynastie à son audience. The idea with the film was to not make it feel like it was,
fifth or sixth movie in a series, but the first. You know, like it's really a reboot or just a reimagining or however you want to call it. It just feels like you're watching this for the first time, this series for the first time. Predators n'est donc pas qu'un héritage, mais bien une identité. Et ne pouvant uniquement miser sur son lore pour convaincre, le produit filmique se doit d'être maîtrisé, ce qui n'est pas toujours le cas pour Nimrod Antal. Si j'ai adoré son œuvre, elle en reste par moments frustrante, n'allant pas au bout d'un potentiel illimité. Sa mise en scène, par exemple, parvient selon certaines séquences à proposer richesse photographique restant dans la tête du spectateur. Mais malheureusement trop peu souvent pour que l'on ne voit en Predators qu'un film assez terne, sans grand sursaut derrière la caméra. C'est également une chance que les effets spéciaux misent avant tout sur le réalisme de costumes authentiques, n'ayant pas, il est clair, le budget nécessaire pour des CGI souvent datés quand ils doivent faire la différence. Il en sera de même pour les personnages, potentiel hors norme pour résultat en demi-teinte. C'est Candy Lee. Elle a des seins comme des obus. Ah, c'est ta copine. Non, c'est ma sœur. Faire coexister des tueurs devenant la proie est une bonne idée, mais à l'exception de quelques rapprochements ou querelles au sein du groupe, ainsi qu'un syndrome de Stockholm proposé par Topper Grace, efficace même si cousu de fil blanc, on ne travaillera que très peu la puissance qu'aurait pu offrir une telle alliance imprévue. S'ils passent leur temps à nous expliquer le vécu de leur ancienne vie, reste comme sensation que si les scénaristes privilégient avant tout le mystère entourant ces anti-héros, il y avait bien mieux à faire d'un tel casting. Un propos clamé pour une raison simple, j'ai adoré ce mélange des genres, au point d'en vouloir plus. Je pense notamment à l'humour apporté par Walton Goggins ou au mysticisme trop peu utilisé de Mahershala Ali. Mais de cette pauvreté narrative en sort toutefois tension omniprésente. D'une introduction soignée à un rythme mené tambour battant, on se surprend à craindre pour leur vie. Loin du fiasco d'AVP, Predators est un film hostile, où chaque moment peut être le dernier de nos mercenaires. Si les dialogues ne restent pas dans les mémoires, ils ont le mérite de provoquer réelle empathie pour certains protagonistes, tout en gardant mystère entourant leur background, exactement ce que souhaitait Rodriguez dans son scénario original, une des rares thématiques gardées dans la version finale de Litvak et Finch. Ils veulent qu'on ait pitié de lui, qu'on agisse comme des humains. Et toi, qu'est-ce que tu es? J'ai envie. Ayant fait réagir les médias pour un choix de carrière surprenant, du côté du casting, la bonne surprise s'appelle Adrien Brody. Loin de ses prestations habituelles, Royce s'éclate, devenant plus qu'un ersatz loupé d'Arnold Schwarzenegger. Meneur d'hommes malgré lui, profondément solitaire, il dresse le portrait d'un mercenaire cachant sa part d'humanité aux yeux de tous, ayant justement ce qui fait le charme de l'acteur, sorte de tendresse dans le regard qu'il ne saurait dissimuler. Le reste de son équipe, malgré leurs dialogues et leurs clichés caricaturaux, sont eux aussi parfaitement crédibles, jouant de cultures différentes afin que le spectateur puisse, selon la volonté de Rodriguez, s'imaginer que chaque tueur pourrait être le héros de son propre film. Brody en tête de liste. Aide-moi à gicler de cette planète. This one we wanted to do sort of the same, go back to a character-based movie where the predators could easily just be the characters themselves. They could kill each other off before they got to ever meet one of the creatures. So we wanted to have that sort of tension within a group, uneasy alliances, and get it to a point where you almost forget that there's going to be creatures in the movie because you're so interested in the story that's going on. And when you add the creatures to the mix, then it's even better. It was really important for me that each character felt like they could be a star of their own movie, that they were rich enough, even if they only said a few lines, that you could picture a whole motion picture of just that character before they got to the planet, and if you were just to follow them. Incluant quelques références aux événements du premier long, notamment par le discours d'Isabelle sur Dutch, Predator oscille donc parfaitement entre héritage et innovation mythologique. D'une simple suite décriée par les fans, j'y vois donc marque d'un conte morbide, celui du Yoja, rendant leur histoire d'autant plus fascinante. Portée par des scènes d'action convaincantes, dont le gore retrouve place fondamentale qu'il avait manqué à Paul W.S. Anderson, il s'agit bien pour moi de la meilleure suite au film original, car la plus créative et audacieuse. Et c'est tout ce que j'aime dans le bébé d'Antal, une aventure physique, viscérale, surprenante, ne profitant pas des lauriers d'un monde que l'on connaît déjà, devenant plus qu'une sequel, une conception. Saupoudrée d'un casting haut de gamme, des décors atypiques et d'amour pour la saga, que demander de plus? Des glory kills? Mais il y en a, bordel! Allez, viens! Viens!
Alors qu'est-ce qui cloche dans Predators? Pourquoi une telle haine pour un projet ambitieux repris par des fans n'ayant d'autre volonté que de transmettre une nouvelle vision de la saga? Il est drôle de voir que, pour ne citer que Star Wars, quand Rian Johnson tente de briser les codes, c'est un affront. Mais quand J.J. Abrams se la joue nostalgique sans âme ni nouveauté, c'est là aussi un affront. Au fil de ces suites, reboots et autres remakes à outrance, je me pose donc ultime question. Doit-on maintenant laisser en paix certaines sagas, surtout vu le dernier Predator en date, bouse infâme dont je m'étais juré de ne pas causer? Difficile de répondre, tant chaque sujet est différent. Sur ce, je vous laisse à votre propre réflexion, mais une chose est sûre, entre respect et mythologie, s'il y a bien un groupe ayant compris ce que devait être une évolution Yoja, c'est bien la bande à Rodriguez. J'adore ce film. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir pour croire en mes rêves. Un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.